Salut à tous, c'est Alan Carey Jackson et bienvenue dans Lighton, l'émission du bled qui te fait voir les films sous un angle différent de la normale. Et cette fois-ci, on va parler d'un Pixar. Il y a quelques temps, vers juin, j'avais ouvert un sondage afin que vous votiez pour votre Pixar préféré, celui que vous vouliez voir traité dans Lighton. Et vous avez été 74 à voter. C'est énorme pour moi, merci franchement, parce que moi je m'attendais genre à 10, 15 maximum, donc ça fait vraiment plaisir, merci à vous. Si vous voulez que ça recommence, si vous voulez que je recommence à vous faire voter, dites-le moi en commentaire ou par message privé comme vous voulez, comme ça je saurai que je peux recommencer à faire des sondages. Bref, donc vous avez le choix entre Toy Story, Nemo, Monstres et compagnie et Wall-E. Ouais, je vais mettre de mes fiches, je connais pas tout par cœur. Nemo a fini dernier avec 15 points, en sachant qu'un point c'est un vote. Mais vu que j'ai un accent de paillou quand j'y vote, je trouve d'autres méthodes, tu vois. Un petit peu, voilà. Donc on va dire des points, voilà. C'est mieux. Toy Story a fini 3ème avec 18 points, Wall-E second avec 20 points et Monstres et compagnie premier avec 21 points. Ça jouait à peu. Allez, pas de temps à perdre, c'est parti pour Monstres et compagnie. Un film sorti en 2001 et réalisé par Pixar. L'idée de ce film, ainsi que celle de Mille et une pattes, Nemo et Wall-E, est née en 1994, lors d'un déjeuner entre collègues. À ce moment-là, pour vous resituer la chose, ils sont en pleine production du premier Toy Story. 2 ans plus tard, en 1996, le film entre en phase de développement sous le nom de Hidden City. Ce qui signifie la ville cachée. C'est l'histoire d'un adulte d'une trentaine d'années qui retrouvait un livre dans lequel il avait dessiné des monstres, étant petit. Et ces monstres devaient prendre vie. Et pour faire disparaître ces monstres, le héros devait combattre ses craintes. Donc je suppose qu'un monstre, ça équivalait à une crainte. Je pense. Bref, en tout cas, après le scénario a pas mal évolué, a été modifié un peu de partout, donc vous pouvez regarder sur internet, il y a plein de versions différentes, jusqu'à arriver à la version qu'on connaît maintenant. De base, les personnages ne ressemblaient pas à ce qu'on a pu voir dans le film, et c'est impossible de vous parler de toutes les apparences par lesquelles ils sont passés tellement cela a varié durant les recherches. Pour vous donner une idée de la chose, j'ai récupéré plus de 150 tests faits par les dessinateurs, et encore j'ai pas tout pris. Du coup, j'ai sélectionné les tests les plus intéressants. Sully, Qui devait s'appeler Johnson, est passé par plein de styles différents. Au début, les créateurs pensaient lui mettre des tentacules, mais ils ont fini par changer d'avis en se disant que le public allait plus regarder ses tentacules plutôt que son visage. Et en plus, ça posait problème au niveau d'animation. Pour ce qui est de Bob, ou Mike dans la version originale. D'ailleurs, dans la version originale, c'est Mike Wazowski, et dans l'autre, la version à nous, c'est Bob Razowski. C'est beaucoup moins beau, je trouve. C'est que mon avis. On a fait des tests sans bras, en mode badass, avec une lunette, de la barbe, en orange avec des poils et plein d'autres tests encore. Célia, quant à elle, devait avoir 2 têtes, c'est ce qui ressort de beaucoup de tests. Ensuite, ils ont décidé de faire qu'une seule tête. On peut dire qu'elle a perdu la tête. Germaine, Rose, en version originale, devait avoir des jambes, puis on lui a foutu un corps de limace un peu chelou. Henry, lui, paraît beaucoup plus sympa dans les tests, alors bon, je suppose que c'était cette raison qui a fait que petit à petit, ils lui ont fait un visuel beaucoup moins sympa. Pour ce qui est de Léon, Randall, en version originale, il avait en général le même style que dans le film. Bon, je vais m'arrêter là pour les monstres, comme ça vous aurez vu les principaux. Mais ce n'est pas fini puisque Boo a elle aussi changé durant la création. De base, elle devait être âgée de 6 ans, mais les créateurs ont voulu la faire plus jeune afin qu'elle devienne beaucoup plus dépendante de Sully. Sinon, elle a été rousse, blonde, mignonne, un peu moins mignonne, et différents déguisements ont aussi été dessinés, jusqu'à arriver à la Boo que vous connaissez tous aujourd'hui. Sinon, Jeff, il devait s'appeler Frangus. Mon accent est déplorable. Pour ce qui est du doublage, on a pensé à Bill Murray pour le rôle de Sully, mais impossible de prendre contact avec lui alors Pixar a pris ça pour un refus de rôle. En ce qui concerne la voix de Germaine, c'est Bob Peterson, le superviseur du script, qui a donné sa voix de façon temporaire, mais celle-ci a tellement plu à l'équipe qu'elle a été gardée pour le film. Pour le personnage de Boo, c'est une certaine Mary Gibbs, qui était alors âgée de 5 ans, qui a donné sa voix au personnage. Mais bon, vous pensez bien que faire tenir un enfant de 4-5 ans dans un studio d'enregistrement, c'est impossible. Et c'est vraiment impossible. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont une très bonne idée, c'est qu'ils ont équipé Mary d'un petit micro, un peu comme moi, et du coup, ils l'ont laissé s'amuser dans les locaux de Pixar, et puis du coup, après, les ingénieurs son devaient capter les moments où il y avait des bruits potables, et puis qui allaient bien avec Boo. Voilà. Et aujourd'hui, elle ressemble à ça. Voilà, pour ceux qui se demandent, voici la réponse. Et maintenant, passons aux infos en vrac. C'est les infos en vrac. Balou. Ah. Bon, en fait, c'est pas une très bonne idée, hein. Je recommencerai pas ça. Non. Monstres et compagnie est malheureusement le dernier Pixar avec un faux bêtisier durant le générique. Et c'est bien dommage, je trouve l'idée vachement sympa et puis originale et puis voilà. Mais bon, c'est comme ça. Le court-métrage La Nouvelle Voiture de Bob est le premier court-métrage Pixar dans lequel les personnages parlent. Et ça s'explique par le fait que cette scène était prévue pour figurer dans le film. C'est plus ou moins une scène coupée.
Dans une scène du film, Sully donne des céréales à Boo. Eh bien j'ai la liste de tous les ingrédients. On s'en fout peut-être, mais bon, si toi t'es intéressé, bah mets vite sur pause, c'est maintenant. Voilà. Après que Sully ait dit au revoir à Boo, celle-ci se retourne vers la porte pour l'ouvrir. Eh bien sachez que sa taille a augmenté de 7% entre temps. Ouais, sinon elle pouvait pas atteindre la poignée de la porte. La principale difficulté de ce film était qu'il fallait animer tous les poils de Sully. Et il y en a beaucoup. Parce que surtout ce qu'il faut savoir c'est que chaque poil avait sa propre animation par rapport au vent, par rapport au mouvement, et chaque poil avait sa propre ombre. Et j'ai le chiffre exact des poils. Mais avant de vous le dire, devinez un petit peu, je vous laisse un petit peu de temps, vas-y, allez-y, faites des paris entre vous, si vous êtes plusieurs dans la vidéo, attention, c'est... Il y a 2 320 413 poils en tout. C'est beaucoup. Bon allez, j'ai une autre devinette pour vous. Alors Boo, on ne dit jamais son nom parce qu'il y a quand même un nom la petite, hein, parce que Boo c'est le surnom qu'on lui donne. Donc selon vous, quel est le vrai nom de Boo? S, réponse A, Mary, réponse B, Shirin, réponse C, Citri ou réponse D, il n'a pas de prénom en fait. Ça se peut je me fous de votre gueule, ça se peut il n'y a aucun prénom, voilà. Attention. Eh bien la bonne réponse c'était la réponse A, Mary. En effet, dans cette scène, on peut apercevoir le nom de Mary sur ce dessin, en sachant que c'est un dessin de Mary Gibbs, la petite qui a fait la voix de Boo. Maintenant passons à ma partie préférée de la vidéo, c'est le clin d'œil référence dans le film. On se calme. Excusez-moi, je me suis un peu enjaillé. Je crois que cet épisode part un petit peu en couille, des moments quand même. Donc dans ce film, comme tout est créé, tout est contrôlé. Donc alors bon, forcément, quand tu crées les décors, les objets, tout ça, t'as tendance à foutre des clins d'œil un peu partout. Et c'est ce qu'on va voir. Par exemple, le Hayden City Café que l'on voit au début du film existe réellement. Enfin, il existait, parce qu'il était fermé entre-temps, des histoires de rats qui se baladent. Ouais. Et c'est un endroit où les animateurs de Pixar adoraient aller au début des années 90, et ce serait d'ailleurs dans cet endroit qu'aurait eu lieu le fameux déjeuner dont je parlais tout à l'heure. Un autre restaurant est présent dans le film, c'est le Harryhausen, celui dans lequel Bob et Celia passent une soirée romantique. Et bien ce nom n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est un hommage à Ray Harryhausen, qui est considéré comme le grand maître dans l'art du stop motion. Ce qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est une technique d'animation qui consiste à créer du mouvement à partir d'objets immobiles en prenant plein de photos et en changeant de place les objets entre chaque cliché. C'est connu aujourd'hui, certains font ça avec des Lego sur YouTube. C'est aussi cette technique là qui a été utilisée pour Chicken Run ou la Ségromite, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou la superbe série La vie est un zoo.tv, que je vous conseille fortement, c'est du délire, c'est énorme. D'ailleurs, la pieuvre derrière le bar n'a que 6 tentacules, ce qui est une référence au film Le monstre vient de la mer, un film sur lequel Ray a travaillé et créé une pieuvre avec seulement 6 tentacules pour des raisons de restriction budgétaire. Ah bah quand il y a plus de thunes, hein, tu trouves d'autres combines, hein, tu fais des confettis avec de la pub par exemple, hein. Voilà, il est pensé au broyeur. D'ailleurs, sachez qu'à la fin de la scène du restaurant, celui-ci est mis en quarantaine sous un dôme de plasma, mais à la base il était prévu que la CDA le fasse exploser, histoire de mal décontaminer les lieux. Mais avec le 11 septembre, Pixar a préféré la solution du dôme. Et maintenant voici une scène bourrée, clin d'œil, attention il y en a un petit paquet. À la fin du film, quand Bob découvre le magazine, on peut voir à l'arrière une référence à la société Apple, entre le logo qui ressemble beaucoup au logo Apple, l'ordinateur proche d'un Macintosh, et le slogan Scare Different, sachant que le slogan d'Apple est Think Different. D'ailleurs, juste après, on peut lire Think Funny, donc là on a carrément le slogan en deux parties. En sachant qu'à ce moment-là, Pixar bossait sur des produits Apple, donc bon, c'est pas étonnant. Ensuite, quand les monstres se préparent pour faire rire, on voit Fran Gus mettre des lunettes à moustache, c'est une référence à Franz Oz, en sachant que Franz Oz donne sa voix à ce personnage. Et juste après, on voit un monstre avec une pastèque et un marteau, c'est une référence à Gallagher. Et c'est pas fini. Enfin si, pour cette scène si, mais plus tard dans le film, durant le générique, il y a un clin d'œil à Michael Jackson. Alors quand on regarde le film en version française, ça paraît pas évident, mais quand on regarde en VO, ça saute aux yeux et aux oreilles. Écoutez, regardez. She's out of our hair. She's out of my life. And just when I dare to care, it's out of my hands. Sinon, il y a un clin d'œil au film Armageddon, qui lui-même faisait un clin d'œil au film The Right Stuff, ce qui saute aux yeux quand on compare les deux scènes. Enfin les trois. Et pour la petite anecdote, quand on regarde à gauche, on voit Léon. Et là, quand on regarde à gauche, on voit Steve Buscemi. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre pour Pébron? Eh bien, écoutez. Eh bien, sachez que c'est fait exprès car Steve donne sa voix à Léon. Voilà! C'est un clin d'œil, d'un clin d'œil, d'un clin d'œil. Oh, attendez. Je reviens, 2 secondes. Ah non, coupe pas la lumière, non, fais pas comme dans le film, s'il te plaît, je veux pas te suspense comme ça, je veux savoir, s'il te plaît. Elle est tombée, cette putain de toupie. La scène où Sully croit voir Boo se faire hacher, écraser, compresser est un clin d'œil au court-métrage Feed the Kitty. Ouais, j'ai bossé mon anglais. Il y a du boulot. Et la référence est bien claire quand on compare les deux scènes.
Dans la vidéo sur Gremlins, ce que vous pouvez voir en cliquant ici, il y avait une référence à Mickey par rapport à sa tête. Vous vous rappelez? Appuyez dessus si vous voulez, ça ferait une vue en plus. Et bien dans Monstres et compagnie, il y en a aussi sous plusieurs formes. Attention! Game time! J'ai envie de jouer aujourd'hui, j'ai envie de jouer, je suis joueur, voilà. Je vais vous montrer 3 extraits, il faudra découvrir où est la référence à Mickey. Vous êtes prêts? C'est parti, 1, 2, 3, c'est parti. Voilà, c'est tout. Assez court, hein. Et bien la référence à Mickey se trouve ici sur le jouet, on peut voir un chapeau mouse cutter. Ouais, c'est un jeu de mots pourri, mais c'est vraiment ça. C'est parti pour l'extrait numéro 2! Alors, trouvé? Le dessin que Boo a sur le tableau est une référence à Mickey pour les oreilles. Ouais bon, c'est un peu moins évident, mais accroche-toi parce que là je monte en difficulté pour le 3ème et dernier extrait, c'est parti. Sur ce plan, c'est pas forcément évident, mais si je fais ça, on voit une tête de Mickey. Bon, celle-là est terne, c'est vrai que voilà. Il y en a d'autres, mais c'est encore plus tiré par les cheveux, donc bon, je vais pas non plus vous en faire part, voilà, c'était tout. On va continuer avec les clins d'œil subtils. Parce qu'il y en a pas mal, surtout ceux concernant Pixar, Disney et les personnes qui y travaillent. Comme sur le tableau des scores où le nom de 5 personnes de chez Pixar sont inscrits. En 3ème position, il y a Joe Ranft. En 4ème, il y a William Luckey. En 5, il y a Jonas Rivera. En 6ème position, il y a Bob Peterson. Et en 13ème position, il y a Dan Gerson. Mais ce n'est pas tout! Dans cette scène, le numéro de téléphone de l'entreprise Pixar est caché. Et vous venez de le voir sans le voir. Il est ici. 510, 752 et 3000. De même pour les commandes des mécanismes des portes, il y a 2 clins d'œil cachés dedans. Le bouton nommé FIZT en haut à gauche fait référence au logiciel PhysT, ce qui veut dire Physic Tool. C'est un logiciel qui a été créé et utilisé par Pixar afin de rendre réaliste la physique du film, notamment pour faire réagir de façon réaliste les millions de poils que constitue la fourrure de Sully. Et juste en dessous, le bouton IKT porte le même nom d'un autre logiciel qu'utilisait Pixar et cela signifie Inverse Kinematics Tool. Et c'est pas tout parce que les chiffres qui apparaissent sur ces commandes correspondent à des dates de naissance. On peut voir apparaître le chiffre 113 098. D'ailleurs, on le voit mieux ici. Eh bien, c'est en réalité la date de naissance de la fille de Pete Docter qui s'appelait Elizabeth et qui est née le 30 novembre 1998. Donc, sous le format utilisé en Amérique, ça donne 11-30-98. Pareil pour la date de naissance de son fils qui apparaît ici. Bon, sauf qu'il est né en 96, mais sur le plan d'après, on voit bien que le compteur n'avait pas fini de tourner. Et il paraît que tous les noms qui sont inscrits sur les boîtes décédées chez Bob, je préfère Mike, c'est pour ça. Et bien il paraît que sur chaque boîte, il y a un rapport avec un animateur ou l'enfant d'un animateur de Pixar. Et vu qu'on est en plein dans les chiffres, je vais vous dévoiler quelque chose. Vous savez le fameux code 2319? Eh bien il a un sens. La 23e lettre de l'alphabet est la W, et la 29e est le S, ce qui fait WS, et ce qui correspond à White Sock, ce qui veut dire chaussette blanche. Et c'est bien l'objet qui est sur le dos du monstre. Voilà, c'est cadeau. Un clin d'œil dans le film passe facilement inaperçu, c'est celui de la taillère, c'est que l'on voit sur cette table. C'est un clin d'œil à la taillère de Luta, qui est très connue dans le domaine de l'animation puisque c'est un modèle 3D qui date de 1975 et qui s'est répandu dans quasiment tous les logiciels d'animation. C'est-à-dire que dans les logiciels d'animation, il y a comme modèle de base, il y a une sphère, il y a un cube, un cylindre et il y a aussi très souvent cette taillère. Et vous allez me demander mais pourquoi une taillère? Et pas un mug, une cuillère, une fourchette, une assiette, un moment là. Et bien pour faire rapide, Noël, le fameux créateur de cette taillère, a aussi numérisé une tasse, une soucoupe et une cuillère. Et d'après la légende, il aurait aussi numérisé une cruche à lait. Mais les données sont perdues, donc on ne sait pas. Bref, mais dans tous les objets numérisés, c'est la taillère qui a été gardée pour des raisons évidentes. Pas pour nous, mais pour les animateurs. Parce qu'en fait, elle a plusieurs propriétés qui sont juste parfaites pour l'animation. Parce qu'elle est ronde, elle peut projeter une ombre sur elle-même, et d'autres trucs un peu trop techniques, donc moi je vais pas vous en parler parce que vous allez pas comprendre, hein, puis moi non plus j'ai pas compris. Voilà. Quand tu vas sur les pages qui référencent ce truc, ça pique, hein, tu comprends rien. Bref, retournons au clin d'œil. Ouais, je t'avais dit qu'il y en avait un paquet, accroche-toi. Hein. Et encore, j'ai pas tout mis dans l'épisode, parce que sinon il durait bien longtemps, donc j'ai vraiment sélectionné les meilleurs. Ça me stresse ça? Vous aussi? Voilà, c'est fini. Bref, un personnage du film est très certainement allé à Disneyland. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 affiches rétro dans sa chambre. Ça se passe à la fin du film, quand Bob vient faire rire l'enfant. Dans sa chambre, on peut voir 2 affiches rétro de 2 zones différentes du parc. Celle de Fantasyland et celle de Tomorrowland. Et on va terminer cette émission avec les clins d'œil par rapport au film Pixar. Juste dans la chambre de Boo, on peut apercevoir déjà plusieurs clins d'œil. Il y a Jessie de Toy Story 2, ici sur la table, la fameuse balle Pixar qui provient du tout premier court-métrage de Pixar, mais aussi Nemo. Et oui, Nemo qui est sorti 2 ans après. On le voit aussi sur ce plan-là, ainsi que sur la tapisserie du restaurant. Et en parlant de tapisserie, quand Léon s'entraîne à se camoufler, on peut voir la même tapisserie qu'il y a dans la chambre de Andy dans Toy Story. Et c'est pas fini avec Toy Story, puisque l'on peut voir Rex dans le bêtisier, le clown Rolly Polly sur ce plan-là, la voiture Pizza Planet, et d'ailleurs, regardez bien le plan. C'est le même décor que dans Mille et une pattes. Dans Monstres et compagnie, il y a un décor entier de 1001 pattes. Et c'est sur cette anecdote qu'on se quitte, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, c'est super important, ça fera grossir la chaîne. Je suis disponible sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, un peu partout. N'hésitez pas à commenter la chaîne, à aimer et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. En attendant, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez kiffé le truc. Et comme à chaque épisode, si vous restez après le générique, vous aurez une petite anecdote en plus. Allez, bisous. Oh, en fait,
fête, il y a maintenant 100 000 vues sur la chaîne YouTube, merci à vous, c'est vraiment super. Donc prochaine étape, je compte sur vous, c'est pour faire 1000 abonnés. Allez, c'est parti, je vous quitte. Allez, voilà. Chaque fois que le CDA intervient dans l'agence, ce qui veut dire Child Detection Agency, ce qui veut dire agence de détection des enfants. Et bien on peut voir que Germaine ferme son volet. C'est bien pensé, vu que c'est elle le leader, donc c'est pour montrer que c'est pour cacher ça en fait. Qu'elle se change et puis qu'elle rentre un peu dans l'action quoi, voilà. Allez, gros bisous.